Bonjour à tous et bienvenue dans BDtube, l'émission BD du blog Les Chroniques de l'Invisible. Chaque mois, petit Yannick, que voici, Bonjour. et moi allons vous retrouver ici pour parler BD et vous donner envie de faire de belles lectures. Et ça bouge d'émission en émission. Au sommaire de celle-ci, on partira à Saint-Malo pour une actu exposition. Je vous présenterai l'album BD du mois qui mêle SF et samouraï. Je vous plongerai dans le quotidien des migrants en guise de retour arrière. Et nous finirons, comme d'habitude, avec quelques chroniques tirées du blog. Vous pouvez d'ores et déjà accéder aux différentes parties de l'émission en cliquant dans le sommaire, mais je pense que vous allez rater des choses. Prêt, petit Yannick, pareil pour ta première? Ah oui. Alors, BDtube, 4e. BDtube. L'actu du mois sort de son fauteuil confortable pour vous emmener sur la côte de Saint-Malo à l'occasion du festival Étonnant Voyageur. Un salon du livre, et non pas un festival BD, mais qui fait une très belle place aux auteurs de bandes dessinées. En l'occurrence, les Malouins ont pu profiter cette année de deux belles expositions, une consacrée à Emmanuel Lepage et une plus hétéroclite sur le voyage aux États-Unis avec Renaud Dillise, Romain Renard, Donatien Marie et Christian Lax. Et en l'occurrence, c'est ce dernier que nous allons retrouver auprès de son exposition afin de discuter un peu de la réalisation de celle-ci. Suivez-moi, je vous emmène, petit Yannick vous retrouve directement auprès de l'auteur. Christian Lax, une œuvre de voyage marquante? Alors là, c'est une question extraordinairement difficile. Moi, je lis pas mal et les livres, ils s'effacent les uns les autres. Alors, on va remonter loin, peut-être Germinal de Zola, qui est une grande découverte à l'époque du lycée, qui était un livre que j'ai trouvé très engagé politiquement et qui m'avait beaucoup troublé. Voilà. Quel voyage avez-vous vécu pour produire un certain Cervantes? Alors, un certain Cervantes est le résultat de deux rencontres visuelles. La première, c'est le documentaire de deux journalistes espagnols sur le film de Terry Gilliam qu'il devait tourner avec Jean Rochefort dans le rôle de Don Quichotte. Ce fut pour moi une découverte extraordinaire, et notamment de voir Jean Rochefort en Don Quichotte. Je trouvais que c'était très graphique, ça parlait au dessinateur que je suis, et je suis sorti de ce film en me disant que j'allais m'intéresser d'un peu plus près à Don Quichotte, et pourquoi pas faire un Don Quichotte. Donc je me suis documenté là-dessus, je les ai lus, j'ai pris des notes, etc. Et puis ceci a reposé pendant très longtemps, et il y a eu un voyage véritable cette fois, dans l'Ouest américain, qui m'a aussi beaucoup parlé. C'est un endroit qui m'a fasciné, ces grands espaces, ces couleurs, etc. J'ai fait pas mal de croquis de voyage, beaucoup de photos, et en rentrant de là-bas, je me suis dit que, ayant cette envie d'adapter Don Quichotte dans le monde contemporain, j'en ferai un américain pour pouvoir dessiner ces paysages. Est-ce vous qui avez conçu votre exposition de Saint-Malo? Non, ce n'est pas moi, c'est la personne qui est responsable des expos, qui s'appelle Lénaïque Durel, qui a énormément de métier, d'expérience et énormément de goût. Je lui fais totalement confiance. Elle est venue dans mon atelier et il y avait à peu près Don Quichotte, enfin mon Cervantes fait 200 pages. Il en reste pas 200 parce que quelques-unes ont déjà été vendues dans différentes expos, mais elle a choisi parmi les 150, 160 qui restent. Voilà. Si vraiment elle en avait choisi une qui ne me plaise moins ou qui me plaise pas trop, j'aurais peut-être mis le holà. Mais les choix qu'elle a fait me convenaient très bien. Quelle œuvre de cette exposition souhaiteriez-vous que le public retienne? Alors j'ai pas en mémoire toutes celles qui sont là, mais on pourrait parler de la planche, la double page de la bataille de Lépante, qui est là-bas, qui représente deux armées qui s'affrontent sur des bateaux. Alors ça grouille, on est en plan serré sur le pont des navires. Il y a énormément de types qui s'entretuent, et c'est une planche qui m'a qui m'a coûté beaucoup de temps. J'ai passé plus d'une semaine là-dessus, qui a été très difficile à composer, à dessiner, et qui plus est, je l'ai recommencé parce que je l'avais d'abord imaginé en faire une planche
qu'une seule page verticale, et je me suis rendu compte qu'en double page, ce serait beaucoup plus spectaculaire. Donc j'ai tout recommencé. Donc, du point de vue de la quantité de travail et du résultat obtenu, j'en suis pas trop mécontent, et c'est une planche qui compte. Enfin, quel sera votre prochain album? On reste dans le voyage, parce que j'aime bien quand l'unité d'action n'est pas toujours la même, quand on se déplace. J'aime bien le côté road movie qu'il y a là-dedans. Par contre, ce sera une histoire qui se déroule en grande partie en Afrique, qui va parler des migrants africains et de l'art africain. Et c'est une histoire que j'ai réalisée pour les collections du Louvre chez Futuropolis. Donc c'est en collaboration avec le musée du Louvre et avec les arts premiers qui sont exposés au Louvre. On croit que les arts premiers sont uniquement au Quai Branly, mais il y a un pavillon au musée du Louvre qui abrite une collection d'art africain qui est très très belle. Merci petit Yannick et merci Christian Lax pour la rencontre. Les visiteurs malouins ont pu profiter d'une très belle exposition avec des planches d'une très belle intensité, vraiment qui m'ont touché moi-même lorsque je suis allé les voir. Il est temps maintenant pour nous de retourner en studio devant la bibliothèque pour faire la présentation de l'album du mois. Allez, c'est parti, retour en studio. Payday Tube. Tu as acheté un déguisement? Quoi? On parle samouraï ou pas aujourd'hui? Je fais des efforts. Je vois. Donc, pour cette BD du mois, laissez-moi vous présenter Tokyo Ghost tome 1, Eden Atomic, scénarisé par Rick Remender, dessiné par Sean Murphy et mis en couleur par Matt Hollingsworth. C'est publié chez Urban Comics en France. Yannick, tu nous présentes l'histoire? Led Dent est le meilleur agent de la ville de LA en 2089. Il est au service d'une méga corporation de divertissement. Comme beaucoup d'humains, il vit en permanence connecté au gigantesque flux de divertissement virtuel et visuel créé par son patron. Ce n'est pas le cas de Debbie, sa partenaire dans le boulot et dans la vie. Elle n'a aucune amélioration technologique, et elle ne veut pas que ça change. Elle voudrait surtout que Led arrive à se déconnecter. Et pour cela, il leur faut rejoindre le Japon, Tokyo, une terre sans plus aucune technologie. Mais pour ça, ils vont devoir tromper leur fichu patron. Bon sang quoi, Samouraï il critique des médias. Comment vous voulez pas que je m'éclate, moi? Bon, d'accord. En vrai, c'est pour le dessin de Sean Murphy que j'ai pris cet album. Vous venez d'en avoir un certain nombre d'extraits. Sean Murphy, on vous a présenté un de ses albums Punk Rock Jesus dans BD Tube 1. Absolument, parce qu'Urban Comics a une réelle politique de fidélité à l'égard de certains des auteurs qu'il publie, notamment Sean Murphy. Mais le scénariste Rick Remender est dans le même cas. Donc imaginez si une série qui les rassemble avait toutes les chances d'être publiée. Mais on s'égare, alors revenons à nos moutons électriques. Je disais donc que le dessin de Sean Murphy, j'en suis juste complètement fan, et que je venais pour lui sur la série. J'ai pas été déçu. J'ai pris de superbes claques graphiques, du style de cette planche-là, ou de celle-ci. Oui, je vous montre les planches en couleur. Urban a proposé 2 versions de l'album, noir et blanc, style de prédiction de Murphy, paru en avril, et une en couleur, en mai. On retrouve dans les 2 cas le dessin acéré de Murphy, son dynamisme. Mais si le dessinateur nous scotche la rétine, et pas qu'un peu, je retiens tout particulièrement le travail du coloriste Hollingsworth, qui vient apporter de la douceur dans le tranchant du dessin. Pour certaines scènes, notamment dans le Japon tech-free, c'est juste sublime. Et sinon, tu comptes leur parler un peu de l'histoire? On y vient, petit Yannick. Pour rappel, on a donc la rencontre de 2 univers. Un futur d'anticipation, dans lequel notre connexion aux médias est devenue une véritable drogue. Ah oui, rien à voir avec notre monde alors. Non, rien à voir. Et face à ce monde déprimant et corrompu, un Japon revenu aux sources de son idéal féodal, le monde des samouraïs. Un monde dans lequel le rapport à la nature est devenu l'extrême opposé de l'Amérique dégénérescente. Et franchement, ça balance sec chez Remender, le scénariste. Privatisation de la police, abrutissement des cerveaux sous le flot des divertissements idiots, Hanouna, le lait, j'ai pensé à vous, je sais pas pourquoi. Rapport entre nature et technologie, on était déjà bien servis. Mais si le scénariste nous gâte au point de vue sociétal, il ne manque pas de développer d'autres questions encore sur des sujets plus individuels. Le rapport de l'humain à l'émotion, l'amour,
la fidélité, le vivre ensemble, le regard des autres. Ça foisonne littéralement d'idées, sans jamais que ça n'apparaisse pompeux ou didactique. Remender réussit à insérer tous ces questionnements au milieu de courses-poursuites dantesques ou de combats au katana. Oula, c'est bon, tu te calmes. Bref, le rythme est extrêmement soutenu. On ne se lasse jamais et on découvre toujours un nouvel aspect de ce monde en tournant la page suivante. Autrement dit, c'est de la bombe cet album. Vivement que les épisodes sortent aux US pour qu'Urban nous propose le tome 2. T'as fini là? Ouais, c'est bon, je pense. On change de chronique alors? On change de chronique. C'est parti pour le retour arrière. Payday Tube. Pour le retour arrière, Tiens, t'as pas pris un costume pour la nouvelle chronique? non, pas à chaque fois, faut tout de même pas abuser des bonnes choses. Le retour arrière, c'est un coup de projecteur sur une œuvre publiée il y a un petit moment, mais qui mérite de revenir sous le feu des projecteurs. Et cette fois-ci, j'ai eu envie de partager avec vous un superbe album afin de vous amener à repenser la question des migrants en Europe. Une façon de faire le lien avec la prochaine œuvre de Christian Lax, dont il nous parle dans l'actu du mois. C'est pas fait exprès, mais j'aime l'idée. Voici donc Les Ombres, signé Vincent Zabus au scénario et Hippolyte au dessin. Un album grand format, publié aux éditions Phébus. Petit Yannick, tu nous présentes l'histoire ? Sniff, non, désolé, je trouve ça trop triste. Allez, c'est pas un souci, c'est normal. Un homme affaibli, seul, dans un bureau sans âme, face à un autre homme vieux, qui attend qu'il lui révèle l'histoire de sa vie. Autour de cet homme seul, des ombres qui vont, viennent, que lui seul peut entendre. Mentira-t-il pour se créer une nouvelle vie et renier l'ancienne ? Ou bien osera-t-il tout raconter au risque de tout perdre ? Nuque baissée ou sursaut d'orgueil ? Il est temps de se décider. D'abord, vous dire que j'ai eu envie de sélectionner ce livre pour sa qualité intrinsèque, évidemment. Mais aussi pour donner la parole à un petit éditeur, pas nécessairement spécialisé dans la bande dessinée. Histoire de montrer que tout ne se joue pas chez les grands éditeurs mainstream de la BD et que des projets de qualité se cachent aussi au milieu de la production annuelle. Qualité pour le point de vue abordé, qualité pour le style de dessin. Bien que sorti en 2013, cet album conserve toute sa pertinence aujourd'hui pour venir discuter de la situation des migrants. Pour nombre d'entre nous, le migrant, c'est avant tout celui qui arrive sans qu'on le veuille. Alors que c'est avant tout quelqu'un qui quitte tout sans qu'il le veuille. Et ça, Vincent Zabus en fait le cœur de son propos. L'album commence par la fin, le moment où le migrant se confronte aux fonctionnaires européens, quel que soit son pays. Tout l'album, et il est épais, donnera à voir comment le personnage arrive dans une telle posture où il est mis en cause, où il est soupçonné. Donnera à voir quel aura été le véritable coup, le coup humain et personnel de ce voyage. Oui, parce que les ombres, en fait, ce sont des fantômes. Ah, tu es de retour, toi ? Oui, petit Yannick a raison. Les ombres, ce sont les fantômes de ceux que le migrant a laissés derrière lui, qui sont morts pour que lui parvienne enfin à atteindre la forteresse Europe. Et puisqu'image il y a, puisque le fantastique vient apparaître dans ce triste quotidien, il fallait un dessinateur qui puisse venir soutenir cela par un dessin très métaphorique. Et pour ça, Hippolyte s'avère un partenaire de choix. Contrairement à son album suivant, plus orienté au reportage BD, le dessinateur ne cherche jamais à suivre un quelconque réalisme. Le personnage principal porte un masque jaune en lieu et place de visage. Certaines personnes ont des têtes d'oiseaux. Il y aurait longuement à penser sur l'ensemble des symboliques placées dans le dessin par l'artiste. Moi, l'ogre géant, il m'a fait sacrément peur. Oui, il y a aussi ces symboliques-là. Un ogre géant, bouffi et attifé comme un Américain. Cow-boy, chapeau sur la tête. Pour symboliser le pouvoir économique blanc qui utilise et oppresse ces migrants perdus. Le serpent géant, dévoreur de billets, vient lui symboliser les passeurs. On est dans le conte, dans une forme de cauchemar peut-être. On est dans une histoire qui n'est jamais arrivée à une personne, mais qui symbolise celle qui arrive à des milliers, voire
à des millions de personnes. Alors, vraiment, si vous êtes prêts à vous laisser remporter dans ce conte, si vous ne craignez pas de vous confronter à la noirceur de notre humanité contemporaine, empruntez, rachetez, lisez Les Ombres par Hippolyte et Zabus, publié aux éditions Phébus. Il ne faut pas fermer les yeux. T'en as rajouté un peu là, non? Non. On passe à la suite, petit Yannick? C'est parti pour CD Lisse-moi. BD Tube. Et si vous n'avez pas eu le temps de suivre le blog ce mois-ci? Pas bien. Un grand classique du manga pour commencer ce focus sur les chroniques du mois. Saint Seiya tome 1, version Deluxe, par Masami Kurumada, chez Kana. La dernière édition en date consacrée aux Chevaliers du Zodiaque. Une bonne occasion pour moi de commencer à traiter sur le blog cette série au long cours. Et c'est en suivant le lien que vous redécouvrirez les débuts du Chevalier Pégase. Un one-shot maintenant qui ose venir faire rire de la débâcle française pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment faire fortune en juin 40 par Fabien Nury, Xavier d'Horizon et Laurent Astier. Une BD de braquage sur fond de Seconde Guerre mondiale, un album solo que vous apprécierez comme un bon film de genre. Une chronique rédigée par l'un de nos chroniqueurs, Dionysos. Ah yeah, c'est fini. Absolument, petit Yannick, c'est fini. Alors, ton premier sentiment sur le fait d'être dans l'émission? On a évité la série avec que du sexe et de la violence partout que tu voulais faire au départ. C'est bien. Oui, mais ça c'est une autre histoire par contre. Et là, on n'a pas le temps. Ce sera pour une autre fois. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié les petites évolutions de cette émission. N'oubliez pas d'aller consulter les autres vidéos de la chaîne, les anciens numéros de BDTube, comme les pastilles BD. Et si vous les avez aimés, de les faire tourner chacune pour les faire connaître. Ça, c'est vraiment important. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.